Historiquement, en France, le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, a été créé après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, là où il a fallu reconstruire le pays, rendre les logements salubres. Ce cadre réglementaire a été écrit pour des matériaux issus des énergies fossiles. Puis finalement, le métier de l'architecte s'est éloigné du savoir-faire des entreprises, de la matière et du choix des matériaux. Et l'ADN d'Annemasse a été, dès le début, avec des associés fondateurs, de travailler sur des questions d'énergie. C'était d'aller toujours au-delà du cadre réglementaire, de dépasser les seuils, de dépasser les limites vers moins de consommation d'énergie. Ça a été la ventilation naturelle et aujourd'hui, c'est utiliser les matériaux locaux, les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés pour dessiner une architecture contextualisée qui est bien le reflet d'un climat, d'une géographie, de savoir-faire d'entreprise. Aujourd'hui, on voit bien que le secteur du bâtiment représente une part très importante des émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif de décarbonation nous incite à nous rapprocher du monde de l'entreprise. Et avec Juliette de l'agence, je suis assez content d'entamer cette discussion avec Hugues et Anton, qui eux sont du côté de l'entreprise. Je suis Anton Martens de BC Materials, une jeune coopérative bruxelloise qui transforme les terres d'excavation en matériaux de construction comme les enduits de terre, des blocs de terre compressés, le pisé, le mortier. Et on le fait, cette approche, parce qu'on voit qu'il y a tant de terres d'excavation en France, en Belgique. Ce sont des millions de tonnes de terre qui sont souvent un peu transportées d'un endroit à l'autre sans être valorisées. Je suis directeur technique à l'Ecolabs. Donc l'Ecolabs, c'est une entreprise de construction bois. On a développé notre propre système de murs porteurs qui s'apparente un peu à une sorte de CLT optimisé, CLT 2.0, où on essaye d'optimiser la matière au sein de la structure, d'éviter de faire une construction massive. Donc ce système, il est breveté, il est aussi sous avis technique en France, on parlait du CSTB tout à l'heure. Et on a un bureau d'études aussi intégré à l'entreprise pour accompagner les architectes, les promoteurs et les entreprises générales dans leurs projets de construction bois. Je suis architecte spécialisée en éco-construction et donc on a monté avec l'agence et la fondation un pôle de recherche basé sur les deux thématiques qui sont l'environnement et l'usage, dont je fais partie des référents. Et c'est vrai que c'est l'ANMA, comme l'a dit Olivier, c'est une agence qui en 20 ans, 25 ans a toujours cherché à réinterroger sa manière de fabriquer mais aussi de concevoir, à travers, je dirais, 3 grands thèmes principaux qui sont l'ultra-contextualité, mais aussi associés à 2 thèmes qui sont la haute qualité environnementale et la haute qualité d'usage. Oui, alors ce qui est intéressant en France, c'est que la réglementation RE 2020 est plutôt à la pointe. Alors elle va s'étendre au niveau européen. Et je trouve que c'est un beau challenge, un beau cadre réglementaire pour le coup, qui va nous permettre de nous concentrer sur le choix des matériaux, aussi bien, je dirais, à plusieurs échelles, à l'échelle urbaine, architecturale, paysagère. C'est un peu notre ADN à l'ANMA, c'est de travailler à différentes échelles. Et je crois que cette réflexion doit dépasser simplement le bâtiment, non pas simplement le bâtiment, mais s'étendre aux abords, au territoire et donc à l'urbanisme. Avant de dépenser des énergies, de décarboner, il faut déjà regarder ce qui existe, ce qui est déjà là, ce qui est sous nos yeux, ce que l'on peut conserver, transformer, adapter pour de nouveaux usages. Comme l'on dit, la première énergie, c'est celle que l'on ne dépense pas. Et donc, avant de réfléchir à démolir, déconstruire, regardons un petit peu les capacités, le potentiel qu'offre l'existant, les existants. Je dirais, on n'a pas le choix. Les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment sont extrêmement importantes. En tant qu'architecte, il est de mon devoir d'œuvrer en ce sens. Je crois en beaucoup de cas, le béton, c'est la choix facile et c'est pourquoi c'est encore utilisé massivement. Mais ce qu'on voit quand même dans l'évolution, c'est de plus en plus qu'il y a des alternatives et que les alternatives deviennent aussi plus communs et courants. Et par exemple, nous, on a développé une chape de terre à base de terre d'excavation en place de ciment
Et aussi en Belgique, comme vous savez peut-être, on dit toujours que les Belges ont une brique dans le ventre. En fait, les briqueteries sont des grands émetteurs de CO2 aussi, parce qu'ils doivent cuire évidemment leurs blocs. Et ces blocs peuvent être, dans pas mal de cas, être remplacés par des blocs de terre compressés ou vibrocompactés. Et avec BC Materials, on a une approche qui est quand même assez novatrice, où on travaille avec certaines structures qui font des matériaux plus classiques, comme des blocs de béton ou des briques cuites, mais où on va louer leur infrastructure productive pour produire nos matériaux, nos blocs de terre compressés, avec une qualité uniforme, industrielle, mais à un prix beaucoup plus bas de la manière qu'on le faisait avant. Et je crois que c'est une approche qui peut aussi être utilisée dans plusieurs pays et rendre la terre crue vraiment accessible à beaucoup de projets et à beaucoup de gens. Et là, je crois la difficulté avec les bétons, c'est souvent que le béton offre une sorte de fortitude et la masse à la fois. Et c'est, je crois, là que la combinaison bois et terre est vraiment super, parce que ça offre la mitigation thermique, une sorte de fortitude au bâtiment, et à la fois tous les aspects qualitatifs et sains que ça apporte aux gens ou habitants. Alors la terre crue, cette matière, elle a quand même des caractéristiques assez intéressantes. Je pense à l'hygrométrie, je pense à l'acoustique, et donc à la réverbération du son dans la pièce, où le son est absorbé. Et puis bien entendu, visuellement et le toucher. Je pense à Villeurbanne, le quartier des gratte-ciel à Villeurbanne, où on a imaginé, avec notre maître d'ouvrage, de poser des murs séparatifs entre logements, montés en briques de terre crue. On a aussi utilisé la brique de terre crue sur des bâtiments existants, comme la halle Cernam à Pau, ces grandes halles avec ces couvertures en forme de chapeau de gendarme. Dans cette halle, on a imaginé un mur séparatif entre des espaces. Ce mur séparatif est en fait un mur de briques de terre crue qui louvoie, qui ondule et qui est donc autoportant, autostable, puisqu'il ne vient pas percuter la couverture de cette halle Cernam, mais vient un peu comme un paravent séparer les espaces. Il y a aussi un beau mur dans le hall du gymnase à Colombes, appareillé en briques de terre crue, avec une couleur assez chaleureuse, là encore assez agréable à toucher, qui est plutôt remarquable. Il me semble que ce matériau doit être démocratisé au travers d'équipements publics. Je pense à des médiathèques, des bibliothèques, des écoles, des maternelles, car c'est là où ce matériau va concerner le plus grand nombre de personnes, parce qu'on est tous amenés à fréquenter ces équipements, pour susciter une appétence dans la sphère privée, dans son chez-soi le plus intime. Le pôle recherche pour nous permet en parallèle du temps de projet, prendre ce temps pour à la fois réfléchir au gisement, pour réfléchir aux acteurs qui vont pouvoir nous accompagner, mais aussi pour développer un argumentaire auprès des maîtres d'ouvrage. Parce que ce frein-là existe, quand ils ont des préoccupations par rapport à l'accroche qu'on peut avoir sur un mur en terre crue, l'utilisation de ce mur qui redevient un mur vivant, c'est à nous, du coup, de nous interroger sur sa mise en œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ça réinterroge notre manière de concevoir, parce qu'effectivement, ces deux traits qu'on dessinait avant en 2D sur une feuille devient en fait un volume 3D qui réagit avec son environnement et sur lequel nous, on doit être en capacité de donner des réponses en termes d'usage. C'est qu'après le défi de l'efficacité énergétique, qu'on peut vraiment aller vers une architecture décarbonée, des maisons décarbonées, avec des combinaisons de terre crue, isolation biobasée et certains matériaux de réutilisation qui sont utilisés une deuxième, troisième fois, comme Rotor, Bellastock le font souvent. Et là, on peut vraiment arriver à une situation où l'architecture, la construction est en place d'un grand émetteur d'émissions CO2, est un capteur, et qu'on peut aussi être un exemple pour tous les autres secteurs qui ont ce défi de réduire leurs émissions CO2 comme le transport. La construction en bois, ça permet de modifier l'architecture assez facilement, simplement sur un mode de réadaptation en fonction des usages. Et puis bien entendu, le bois, c'est un puits de carbone. L'efficacité de stockage carbone est là et bien présente.
Donc ce n'est pas forcément nécessaire qu'il soit visible. Alors oui, c'est un matériau qui est chaleureux, comme la brique de terre crue, mais on peut l'employer dans des endroits à raison. Villepinte, ça, là aussi, encore un concours. On avait imaginé un projet de logement à Villepinte où c'était un peu des ambitions qui étaient presque opposées de prime abord. Une mairie qui souhaite une pérennité de façade avec des matériaux minéraux robustes qui tiennent bien dans le temps, autrement dit pas de bardage bois, et puis finalement dans le même temps un enjeu environnemental fort où on nous demande un label biosourcé sur un niveau bien élevé. On a imaginé faire des façades ossature bois qui étaient parées de blocs de briques de béton teinté dans la masse, je pense au Blockstar. Et donc, on avait un principe de double mur, façade ossature bois et briques Blockstar. Seulement, on l'a imaginé en concours, on l'a développé en études, en cours d'études, on s'est aperçu que c'était pas cadré par la réglementation dont on parlait tantôt. Le CSTB n'avait pas envisagé ça. Oui, il y a le double mur, mais le double mur, c'était parpaing, pierre par pain, mais le bois n'était pas de la partie. On s'embarque, accompagner l'entreprise Blockstar et le maître d'ouvrage Pichet. Et donc la texte a été obtenue, je dirais, alors que les fondations étaient en cours sur ce projet. Et grâce à ce travail de longue haleine, puisqu'on a mis un certain temps à obtenir cet ATEX, on a pu faire un gain sur la façade de 30% en termes d'émissions de carbone. Alors c'est vrai que changer nos habitudes, ça force à aller vers ce type de dispositifs comme les ATEX et donc ça nous pousse à innover et c'est aussi ce qu'on voit à travers l'expérience à l'éco. Le type de parement, c'est quelque chose qui revient beaucoup et il y a beaucoup qui est fait par toute la communauté, toute la filière bois et qui sera encore fait pour offrir un maximum de possibilités avec la structure bois, ça c'est sûr. Et d'autant plus que la réglementation, la RE 2020, de toute façon nous pousse à aller vers de la construction bois, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, si on regarde une construction, pour l'instant, on est vraiment qu'au tout début de cette RE 2020. On n'a pas vraiment besoin de comptabiliser l'empreinte carbone. On le fait, mais les seuils sont tellement hauts pour l'instant que notre manière traditionnelle de construire n'est pas impactée. Mais si on regarde le projet tout béton, la partie superstructure, c'est 30% du bilan carbone total. Et au fur et à mesure des seuils qui vont diminuer, on pourra plus se permettre de construire tout en béton. L'éco arrive aujourd'hui à la croisée des chemins où on va devoir réinventer nos modes constructifs, donc pas vraiment les réinventer mais se retourner vers des modes plutôt ancestraux et avec ça laisser encore possible aux architectes notamment la possibilité de mettre tous les parements qu'ils souhaitent. Étant donné que la réglementation environnementale va nous pousser à changer nos modes constructifs, passer du tout béton à autre chose, tout va être impacté. Les parements, c'est une chose, mais également le confort dans l'habitat. Le bâtiment ne va pas du tout réagir de la même manière. Donc il faut vraiment repenser notre manière de... Enfin, c'est pas moi qui le fais, mais vous, de dessiner. Parce que le bâtiment va réagir différemment. On va passer d'une enveloppe très dense, très lourde, avec une forte inertie, à des enveloppes beaucoup plus légères. Et du coup, il va falloir amener de la minéralité, de la densité ailleurs, d'une autre manière. Donc la terre crue est une possibilité pour que l'environnement, l'habitat soit toujours vivable. Mais ça va nous forcer les ATEX le disent, mais à innover à tous les points de vue. On va devoir changer vraiment notre manière de concevoir l'habitat, de gérer les apports solaires directs, de gérer la ventilation. C'est une toute autre manière de construire que de construire en bois. L'utilisation des matériaux, c'est ce qu'on disait, à notre sens, c'est un nouveau rapport au monde. C'est d'un coup l'architecture, on l'a longtemps pensé comme une enveloppe étanche, presque à se protéger de son environnement. Et finalement, d'un coup, c'est de trouver une architecture qui est en capacité de se protéger effectivement de certains inconforts, mais en capacité de réagir beaucoup plus avec son environnement. Donc en fait, l'architecture, elle devient une interface, elle doit l'être, une interface vivante de vases communicants de l'un à l'autre pour apporter à l'usager un certain confort, mais un matériau qui a une capacité inversement de peut-être récupérer une certaine énergie pour la faire ressortir à l'extérieur. Et on a un projet qui est un projet de 90 logements Passive House à Carquefou, à côté de Nantes. Donc un projet avec une ambition passive,
mais le label Passive House, pour nous, qui avait un intérêt premier, qui était d'offrir un habitat où on n'avait pas besoin de consommer plus d'énergie ou de l'acheter. Voilà, c'est un habitat qui est en capacité de vivre seul. Cependant, le bâtiment parfait qui aurait répondu exactement à la technicité attendue dans un label comme celui-ci, si on ne regarde que par le prisme de la technique, on aurait développé une architecture qui n'a pas d'un sens. Et on n'aurait pas pris en compte la question justement du contexte. Et donc c'est aussi notre rôle en tant qu'architecte de savoir concilier plusieurs sujets. Donc il y a eu ce sujet-là, et puis il y a aussi, on s'est posé la question, comment on est en capacité de développer une architecture qui reste étanche, avec des systèmes rapportés, donc nous, ce qu'on a un peu identifié comme une forme d'architecture passive high-tech, avec un système de double flux, un système de pompe à chaleur qui est apporté à cette architecture, mais comment on est en capacité aussi de la réouvrir au monde. Et pour nous, un des sujets qui nous a amené finalement à utiliser le matériau biosourcé, ça a été la question de l'ancrage, la question de trouver une architecture qui puisse s'intégrer dans un patrimoine qui existait déjà. Et on avait notamment la longère qui est très, très présente sur le territoire, qui était construite à partir de pierre et de bois. Et donc, on a amené vraiment une réponse aussi sur la question carbone, plus, je dirais, par le prisme de l'ancrage patrimonial au départ. Pourquoi je dis ça? Parce que ce territoire, il y avait la réglementation qui venait de passer, où on cherchait un seuil à 2025. Mais il n'y avait pas forcément de logique carbone. Parce que la logique première était la logique passive, puisqu'on est sur une ZAC qui est vraiment une référence à l'échelle européenne. Et on est arrivé à une architecture à la fois de plots et de maisons pour justement proposer une architecture bois avec des ouvrants assez conséquents, mais avec un système certes de triple vitrage. Donc concilier toutes les exigences qui étaient sur ce projet. Et effectivement, ce qui nous a permis d'atteindre aussi un label biosourcé niveau 2. Mais c'est par cet argumentaire de l'ancrage et le fait d'être en capacité de raconter un récit de bon sens lié à l'usage qu'on a gagné le concours, qu'on a su capter l'attention des politiques et qui nous permet ensuite de réaliser ce dossier. Oui, la question du confort d'été, elle fait partie intégrante de la RE 2020. Donc, c'est assez évident, c'est produire des logements traversants, double orientés. Autrement dit, créer des courants d'air. C'est vraiment concevoir des espaces habités qui peuvent supporter des épisodes caniculaires intenses. Et on sait que ça va être chaque été un cran de plus en plus fort. Donc, il faut se préparer dans la conception des logements sans faire appel à la climatisation. Il y a de très belles recherches à l'ETH Zurich où ils ont fait le bilan captation de chaleur et la comparaison entre des blocs de béton et les blocs terre crue par exemple. Et c'est très remarquable, on fait que pendant l'été et pendant l'hiver, les blocs de terre crue ils ont toujours des meilleurs scores. Et c'est à cause de la microporosité des blocs terre crue ou de la terre crue en général. Et je crois que c'est un élément qui devient de plus en plus important parce que vous l'avez dit de la France qui a eu un canicule assez sévère cette année. Et on voit aussi même en Belgique que la Belgique est en train de se diriger vers une sorte de climat méditerranéen. Et le pire, ce qu'on peut faire, c'est évidemment qu'on doit installer de l'ERCO partout parce que c'est très énergivore. Et donc, on voit que la terre crue a du potentiel non simplement pour la mitigation du climat, donc pour réduire l'empreinte carbone de la production des matériaux, mais aussi pour la qualité de vie, pour accepter que notre climat est déjà en train de changer. Le projet CARP, qui est un très beau exemple des combinaisons de plusieurs matériaux, de la paille en isolation, enduit de terre à des couches de plus que 3 cm, un comptoir en pisé et de chaux-chanvre, entre autres, dans les autres murs pour isoler. Et on voit une combinaison de structures en bois, la paille et chaux-chanvre pour isolation et les enduits de terre pour finition et aussi la masse thermique. Et tu as une sorte de structure parfaite qui respire, qui a de bonnes qualités d'air et qui a un bilan
carbone qui est presque neutre parce qu'il y a tant de matériaux sains et qui ont absorbé ou qui ont incorporé les émissions CO2 en grandissant comme la paille pour avoir vraiment un résultat qui est nettement mieux pour la société et pour le bien-être des habitants de ce bâtiment. Sur l'utilisation des matériaux biosourcés, c'est vrai que par rapport au confort d'été, ils sont plus pertinents, on va dire, dans le sens où ils ont une capacité thermique plus importante que les isolants type laine de verre ou laine de roche en été. Ils se comportent beaucoup mieux et ils amènent beaucoup plus de déphasage. Donc ça c'est pour l'aspect purement technique, mais du coup ça nous oblige, je le disais déjà tout à l'heure, mais ça nous oblige à repenser différemment. Parce que si on associe un matériau bois avec un isolant biosourcé, on va avoir un déphasage qui va être important, donc ça c'est une première qualité pour le confort, mais on n'aura pas d'inertie. Et on oppose souvent les structures lourdes, les structures béton aux structures bois en disant le bois ne se comporte pas bien parce qu'il n'a pas d'inertie. Donc l'inertie, il faut l'obtenir différemment. Ça peut être par des matériaux comme les briques de terre crue, et ça va surtout être par le dessin du bâtiment et comment on va gérer les apports. On a longtemps été, comme tu le disais Juliette, à faire des grandes baies vitrées côté sud, à laisser envahir le bâtiment avec le soleil. Aujourd'hui, on pense complètement différemment, justement pour ces questions-là, les questions d'îlots de chaleur et du fait que si on emmagasine toute la chaleur à l'intérieur du bâtiment, mais qu'après on n'a plus de chute de température la nuit, bah, ça devient une fournaise. Donc tout ça, il faut le repenser, et le repenser avec les matériaux d'aujourd'hui qui sont le bois pour la structure et le biosourcé pour l'isolation, et la minéralité, la densité à l'intérieur de l'ouvrage avec de la terre crue par exemple. Mais c'est vrai que nous, quand on parle de confort d'usage, ça passe par une approche phénoménologique. Ça veut dire dépasser que la question de la vue, du visuel. On sait qu'on est une société structurée depuis les Lumières. Il y a une véritable hégémonie de la vision qui en fait partie. Mais en fait, notre corps est régi par l'ensemble des sens. Les sens réagissent entre eux, qui nous permet de nous sentir bien à un endroit ou pas. Pour parler du bois, notre première expérience en projet 100% bois a été crèche de Senlis. Et ça a été une vraie révélation pour nous. Il faut passer, même nous en tant que concepteurs, par l'expérimentation. Et quand on dessine et qu'après on voit aussi des choses qui se créent dans un espace auquel on n'a même pas pensé, c'est notamment s'intéresser au public pour lequel on conçoit, là notamment l'enfant. Et c'était assez impressionnant de voir ce que le fait d'avoir construit en bois pouvait générer dans l'espace. Donc déjà une sensation directe d'apaisement liée à l'odeur. On va avoir, que ce soit pour la terre crue ou le bois aussi, la question de la colorimétrie, puisqu'on va être sur des teintes beaucoup plus chaudes. Et au-delà de ça, il y avait vraiment, Olivier parlait d'un retour à l'enfance. Les matériaux biosourcés nous ramènent à la fois à des questions de nature, mais à des questions de l'enfance, de la construction de la cabane, une forme d'imaginaire. Et donc je pense que c'est des matériaux aussi où on a inconsciemment une facilité à aller le toucher, à le manipuler, à avoir une curiosité. C'est quelque chose qui est intrinsèque, qu'on n'explique pas totalement, mais qui sont défendus et que nous, on peut observer concrètement dans nos bâtiments. Alors quand je me retourne sur notre métier d'architecte, je regarde un petit peu depuis l'après-guerre la production. Je pense qu'on s'est un peu fourvoyé dans l'emploi des matériaux, dans une sorte de gesticulation architecturale, dans un bavardage avec une surabondance de matière, où on se demande un petit peu où l'on va s'arrêter. J'aime bien cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui parle de cette forme d'excellence quand on ne peut plus rien retirer. Et aller dans ce sens, il me semble que c'est un métier qui reprend la raison. On est plus axé sur le mode constructif, la matière et la frugalité. Notre première action carbone, c'est ce que j'appelle le premier coup de crayon. C'est effectivement trouver une forme de rationalité constructive, ce qu'on appelle la compacité, au profit de l'utilisation de matériaux plus qualitatifs comme la terre crue ou le bois.
On s'est longtemps demandé comment on était en capacité de démontrer la légitimité d'un projet face à un maître d'ouvrage, nous en tant qu'architectes. Et avec le pôle recherche, mais surtout avec l'équipe BIM, qui est une force aujourd'hui à l'agence, on a notamment sur l'habitat développé un carnet de bord, on a appelé ça sur l'habitat, qui fonctionne en fait avec l'outil paramétrique de modélisation 3D que nous on utilise pour concevoir et qui permet en fait très rapidement de vérifier la capacité de notre bâtiment sur bien sûr des ratios SDP-CHAB, sur des surfaces vitrées, mais aussi sur d'autres éléments qui sont liés à l'usage. Ça, c'est des outils qu'on se sert déjà nous en interne pour vérifier que notre projet il concilie à la fois des objectifs technico-financiers, écologiques, mais aussi d'usage, pour trouver un équilibre entre les deux. Et en fonction des projets, on va mettre plus ou moins le curseur haut en fonction des thèmes. Et c'est vraiment des données qu'on est en capacité de montrer qui sont très pédagogiques pour pouvoir justifier, parce qu'en fait, un projet, il n'existera que si on embarque très rapidement le client avec qui on travaille. Je vois l'architecture frugale aussi comme quelque chose qui fait le lien avec la communauté, non seulement avec les architectes évidemment, mais aussi avec les artisans et les entrepreneurs. Et c'est pourquoi ici on est vraiment convaincu que les workshops, les formations, éducation vers une grande groupe des entrepreneurs, des ouvriers aussi, est vraiment important. Mais j'ai l'impression que la terre crue, le bois et pas mal d'autres matériaux, ce sont vraiment des éléments qui lient certaines gens à leur communauté, à leur région, qui font des liens, des ponts entre plusieurs groupes. C'est quelque chose qu'on a aussi fait, par exemple, au projet Luma qu'on a fait ensemble avec BC Architects et Assemble, où on avait vraiment travaillé avec des artisans locaux, mais aussi avec tous ces ressources de la région de Arles, où on a utilisé par exemple les algues de la Camargue pour créer des enduits spéciaux vraiment axés sur le projet, des isolations bioacoustiques et du pisé venant de carrières et des terres qui ont été excavées sur place pour des autres projets. Et donc là, on voit vraiment que même dans un périmètre de 25 km, on peut trouver toutes les ressources pour construire les choses et à la fois former aussi des entrepreneurs, des étudiants, par exemple, leur apprendre comment travailler avec la paille, avec les chaux-chanvre, avec des autres matériaux. De notre côté, ouais, la frugalité, c'est une notion qui fait écho, dans le sens où à l'éco, c'est vraiment l'essence même du produit, c'est de mettre le moins de matière possible. On optimise la matière au sein de chaque panneau, on essaye de mettre le moins de bois possible dans chaque panneau, en fonction de son usage en termes de structure. Donc là où il va se placer dans le projet, on dimensionne et on optimise la matière, juste ce qu'il faut pour reprendre les charges. Ça a plusieurs avantages. Déjà, d'un point de vue entreprise, ça nous permet d'arriver à une compétitivité en termes de prix, de mettre moins de matière, ça c'est une évidence. Mais plus que ça, ça nous permet de remplir tous les vides qu'on crée par cette optimisation avec de l'isolant. Donc ça a un double emploi. Et en faisant ça, on a du coup à la fin un complexe de murs qui est plus fin et donc un habitat à l'intérieur, une surface habitable qui est plus grande. Donc ça c'est vraiment en ce sens que la frugalité nous anime au niveau du produit. Et après dans la mise en œuvre de ce produit, c'est aussi un terme qui nous intéresse dans le sens où très souvent on arrive sur des projets où on va avoir ce qu'on a beaucoup évoqué ici et ce qui est assez courant, un poteau-poutre plus une façade de remplissage. Et nous, on propose de substituer cette façade qui n'est pas porteuse avec une façade porteuse et du coup de supprimer un maximum les poteaux qui se retrouvent bien souvent à l'intérieur de la façade, qui déjà encombrent la surface habitable. Mais du coup, il y a un double emploi parce que la FOB, elle est quand même assez chargée en matériaux, mais elle ne reprend pas tellement de charges, à part les charges de vent. Donc là aussi, cette frugalité, elle fait écho pour nous à essayer de mettre vraiment le moins de matière possible, ou juste ce qu'il faut, pour faire ce travail de superstructure. Un projet sur lequel on a travaillé dernièrement au Luxembourg, on a changé le mode constructif. Au début, c'était un projet qui était censé être réalisé en béton, et on a réussi à convaincre que le LECO était plus à même
de répondre à ce projet. Et ensuite, on a aussi varianté par rapport à une solution massive en bois, type CLT. Donc entre la solution CLT et une solution LECO, il y a 2/3 de bois en moins. Donc ça, c'est important. C'est pas tellement valorisé dans la réglementation parce que plus on va utiliser de bois, plus on va stocker de CO2. Mais ça, c'est pas ce qui nous anime à l'ECO. Et certainement que ça changera parce qu'au-delà de l'impact carbone, on va aussi parler d'efficience, peut-être de matériaux plus tard. Sur le bâtiment en béton, l'impact carbone de la partie superstructure en béton, c'est environ 250 tonnes de CO2. Et quand on passe à une solution bois ou l'ECO, ce sera l'exact opposé, ce sera moins de 150 tonnes. C'est vrai qu'on parlait des matériaux biosourcés qui ont déjà un impact carbone plus faible, mais l'intérêt aussi, c'est que c'est des matériaux, ceux qu'on cite en tout cas, que ce soit la terre crue ou la terre non stabilisée ou le bois, qui peut être réutilisé. Et ça pose la question du grand thème qui est le réemploi, où nous, depuis peu, finalement, c'est vraiment une question qu'on essaie d'intégrer dans nos projets, avec une référente qui fait partie aussi du pôle recherche qui a l'expérience sur ces sujets. On sait qu'au-delà de la bonne idée, il y a aussi des questions techniques et d'assurabilité. Et nous, on voit aussi la puissance on parlait de communauté, enfin, je sais qu'Anton, tu parlais de ça, la puissance communautaire ou même l'enjeu un peu socio-écologique que ça peut créer dans un projet par le réemploi, de trouver les gisements, d'aller voir des acteurs locaux. Ça réamplifie la logique d'ancrage et de donner un sens aussi au projet. Et même pour ceux qui l'ont conçu, ça crée une histoire, une logique, avec des échecs, des réussites, mais une logique, une cohérence. Et la cohérence, c'est à mon sens aussi une question de frugalité. Oui, on est dans un changement de paradigme dans le mode de la construction. Le monde du bâtiment bouge. Les architectes doivent se re-questionner, se rapprocher du savoir-faire des entreprises. Je pense que finalement, il vaut mieux construire un peu moins, mais mieux, avec des matériaux plus sains, moins nocifs pour la santé, des matériaux beaucoup moins carbonés. Et puis construire, oui, mais avant tout, faire avec ce déjà-là. Finalement, qu'est-ce qu'on l'aime? C'est pas tant, on n'hérite pas de nos anciens, c'est quelque chose qu'on emprunte à nos enfants.